pense que le livre de David Simon était, à sa lecture, quand je l'ai lu il y a quelques années, m'avait percuté de façon assez impressionnante. Et je pense que c'est une des seules fois où ça s'est produit. À la lecture d'un livre, je voyais la bande dessinée possible derrière. Et plus je lisais des pages, plus je voyais le système narratif pertinent qui me semblait pouvoir se développer pour adapter ce bouquin. Je trouvais la matière extrêmement intéressante. Et par ailleurs, le bouquin est très bien écrit. C'est un bouquin d'un reporter, c'est un bouquin de nature documentaire, mais il avait une qualité littéraire qui était aussi assez excitante en fait. Et au milieu de la lecture, je me rappelle m'être dit, mais c'est mon prochain livre. Oui, c'était une sorte de coup de cœur quoi, à la lecture. Et puis après, il y a beaucoup des thématiques qui sont développées dans ce livre, qui font écho d'une façon différente, mais qui quand même font écho à des thématiques qui me sont importantes et qui parcourent tout mon travail. La question de la représentation du monde, de donner une autre version du monde que celle qui nous est présentée d'habitude, et une vision du monde qui s'appuie sur un travail rigoureux de journalisme, de reportage, d'enquête. Et donc ça, c'était vraiment en écho avec mes travaux précédents aussi. Ça fait partie, ça rejoint mes préoccupations. Ça rejoint une partie des préoccupations de se sentir concerné par le monde tel qu'il tourne, d'essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants, et d'essayer aussi de lire des analyses qui vont proposer des regards un peu différents sur les représentations qu'on peut avoir habituellement. Et le travail de David Simon sur Homicide, mais aussi sur les séries qu'il va produire ensuite, s'inscrit aussi dans cette démarche. Euh, The Wire, et ce qu'il a fait sur Homicide, d'une certaine façon, ça nous présente le travail de la police d'une façon assez différente de celle qu'on peut voir dans les représentations hollywoodiennes ou dans les polars. J'ai l'impression que pour qu'une adaptation soit réussie, il faut effectivement poser sa patte, poser sa personnalité d'auteur, poser quelque chose qui vous soit propre. Il faut s'emparer du matériel d'origine. Il faut aussi arriver à en conserver ce qui en faisait l'essence d'une certaine façon. Et il faut savoir s'en éloigner. En même temps, le contrat moral passé avec David Simon était de rester proche de la réalité des faits. Il s'agit pas d'une œuvre de fiction au départ, il s'agit d'une œuvre documentaire, c'est des vraies affaires, il y a eu des vraies victimes, ce sont des flics qui ont existé, qui ont enquêté sur ces enquêtes-là. Et il n'était pas du tout question pour moi, avant de prendre contact avec David Simon, de me dire je vais modifier les choses, je vais réduire 2 enquêtes en une, je vais rendre ça plus dynamique et introduire une scène d'action là où il n'y en avait pas. Il me semble que précisément ce qui est intéressant dans le travail de David Simon, c'est de montrer le nombre d'enquêtes qu'il y a. Il y a 240 meurtres par an à Baltimore. Si je commence à réduire 2 enquêtes en une, on perd l'essence même de ce qui fait le travail de la police, c'est-à-dire ce tonneau des Danaïdes de meurtres. Ces meurtres sont pour la plupart pas très intéressants intellectuellement. C'est pas du tout Colombo. On n'a pas du tout affaire à des criminels de génie qui essayent de commettre un meurtre parfait, et puis d'un jeu d'affrontement intellectuel entre un policier très intelligent et un meurtrier qui l'est tout autant. Il s'agit d'une série de meurtres sans intérêt, en tout cas sans intérêt intellectuel. En termes d'enquête, il ne s'agit pas d'un puzzle sacrément difficile à reconstruire. Et c'est ça qui était intéressant. Il fallait garder toutes ces enquêtes, il fallait garder cette minutie de la retranscription qu'en fait David Simon. Il fallait garder ce côté quotidien, il fallait garder ce côté aussi un peu banal de ce qu'est cette succession de meurtres. Et moi, je trouvais qu'il fallait coller à la réalité du livre. Donc, j'ai posé un univers graphique, j'ai posé une grammaire narrative qui m'est propre. J'ai essayé de faire une bande dessinée qui soit signée Philippe Squarzoni. Mais c'est l'adaptation du livre de David Simon, elle y est assez fidèle. Et comme je le disais tout à l'heure, le texte de David Simon est vraiment remarquable, et c'est un plaisir pour moi de garder son texte, parce que la qualité de l'écrit, on n'a pas envie de couper. Alors il faut couper, pour des raisons d'économie narrative, etc. Mais c'est presque le plus dur. Ensuite, rester sur la minutie, le quotidien des policiers, ça demande un peu d'invention, parce qu'il faut arriver à dire la répétition sans être répétitif, il faut arriver à dire la lenteur sans être long, mais c'est ce qui est excitant dans le travail, c'est qu'à un moment, il y a des défis, et il faut arriver à faire une bande dessinée qui dise le quotidien sans être soi-même inintéressant, morne
Je ne sais pas trop. C'est vrai que le deuxième tome ne traite qu'une semaine d'enquête de ces hommes-là. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que même si on suit essentiellement le démarrage de l'enquête sur le meurtre de cette jeune fille de 11 ans, la Tonya Wallace, il y a quand même d'autres petites enquêtes qui avaient démarré dans le tome 1 dont on suit la continuité, mais certaines certains chapitres se passent le même jour, donc les enquêteurs qui travaillent sur l'enquête de Latonia Wallace, le chapitre suivant on va passer à une autre enquête, mais qui se passe le même jour, donc on ne progresse pas dans l'année. Mais je ne pouvais pas lâcher les développements de l'enquête qui était démarré sur le tome 1. Et puis, il y a un côté d'exposition des faits principaux de l'enquête, du peu d'éléments qu'ont les policiers pour démarrer l'enquête sur le meurtre de cette petite fille, qui est inévitable. Donc, ça prend de la place dans un livre. Ensuite, on va avoir la continuation du déroulé de cette enquête qui va se poursuivre pendant plusieurs mois. Mais c'est vrai que c'est au début que beaucoup de choses se passent, parce que c'est au début que les policiers ont un maximum de pistes, même s'ils en ont très peu, qui vont déployer un maximum d'efforts. Ils jouent contre la montre. Ce qu'on entend souvent dire et qui est relativement vrai, c'est que c'est dans les premières 24 heures qu'ils ont le maximum de chances. Ensuite, les meurtriers peuvent peaufiner leurs alibis, jeter les armes, se débarrasser des traces de sang sur leurs vêtements. Donc il faut que les policiers fassent vite et ils font beaucoup de choses au début. Donc ça prend du temps dans ce livre, mais il est possible que la temporalité change sur le tome 3, sur le tome 4 en fonction un peu de cette avancée qui ne ressemble pas à un scénario où effectivement tout se passerait un petit peu au même rythme. Là, on est sur un instant très concentré sur le deuxième tome. Mon idée, c'était qu'il fallait quand même un peu de pudeur dans le traitement graphique, parce que les faits qui sont racontés sont en soi suffisamment durs pour qu'il n'y ait pas besoin d'en rajouter. J'essaye d'avoir la juste distance par rapport à, par exemple, la représentation de la violence ou d'une scène de crime, d'être pudique. De temps en temps, il faut quand même montrer ce qui fait le quotidien de ces fonctionnaires municipaux, c'est-à-dire que 2 jours sur 3, ils vont se retrouver face à un cadavre qui saigne dans la rue, ils vont devoir le suivre jusqu'à la morgue où il va être autopsié et disséqué. Donc une partie de ce travail consiste à être au contact de la violence, et d'une violence assez graphique. Donc de temps en temps, je montre un peu les choses, mais je trouve que la simple réalité suffit et que je peux faire un petit peu de pudeur ne pose pas de tort au livre. Par ailleurs, je souhaitais aussi que mes personnages ne surjouent pas les expressions ou dans leur gestuelle, parce que c'est aussi des gens qui sont assez blasés. Ils ont un contact assez particulier avec la violence. Ils ne vont pas, en débarquant sur une scène de crime, faire « Oh, bon sang, qu'est-ce que c'est ?» Non, ils en voient tout le temps des cadavres. Donc ils font de l'humour sur des scènes de crime. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le comportement de ces policiers, c'est qu'ils vont à la fois s'attacher à des affaires, travailler jour et nuit pour trouver des meurtriers. Ils vont pas bâcler leur travail, et en même temps c'est aussi un travail d'une grande c'est très quotidien pour eux, et donc il y a ce paradoxe que le livre essaye de dire entre un travail qui va être très routinier et qui est le travail d'être confronté à la plus grande des violences, c'est-à-dire le vol d'une vie humaine. Et je trouvais qu'un peu de pudeur graphiquement ne desservait pas le livre. Alors les couleurs sont faites par Pascal Drac, qui a fait un travail remarquable, et on s'était mis d'accord assez tôt sur une logique de couleurs assez minimales, à la fois pour rejoindre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté un peu pudique, un peu retenu du dessin, du jeu des acteurs, entre guillemets, des personnages, mais aussi de la couleur. Donc on ne cherche pas à en faire des tonnes, le dessin ne cherche pas à en faire des tonnes, et il était logique que la couleur soit aussi dans cette position un peu de retenue. Il y avait aussi l'idée d'essayer d'avoir un dessin et une mise en couleur qui soit plus synthétique que dans la recherche de détails extrêmement précis et le réalisme extrêmement détaillé, ou la reconstitution extrêmement détaillée. Tout ça se passe en 1988, donc il y a 25 ans, et le principal objectif pour moi n'était pas de reconstituer Baltimore il y a 25 ans de la façon la plus minutieuse possible. Mon idée était de donner une idée
que ça se passe dans les années 80. Donc les voitures sont un peu plus carrées, les cheveux sont un peu plus longs sur la nuque, mais je ne vais pas chercher la reconstitution minutieuse de chaque détail. Par exemple, les uniformes des agents en uniforme, je les dessine généralement avec un pantalon noir, un blouson noir, je mets un blason sur l'épaule et sur la poitrine, et on a un agent en uniforme. Mais je me fiche un peu de savoir ce qui composait la ceinture, où étaient les menottes et où était le pistolet en 1988 pour un agent de police de Baltimore. Il me semble que l'important n'est pas là dans le livre. Ce qui est important, c'est ce qui est raconté, c'est cette répétition des meurtres, c'est ce quotidien fait d'enquête. Et puis, ce qui est très important dans le livre et qui, du coup, est important aussi dans mon adaptation, c'est les personnages, les 19 policiers qui composent la brigade. Et on est souvent sur eux, on est cadré sur eux, on est cadré sur leur visage, on les colle assez près en termes de cadrage. Et même si mes personnages sous-jouent un petit peu, dans des petites variations de leurs expressions, on voit un petit peu passer des choses. Il y a 19 flics qui composent la brigade. Pour l'instant, on ne les a pas encore tous découverts, mais on en a découvert peut-être probablement une bonne moitié. Et effectivement, c'est des policiers qui ont vraiment existé. Donc, on trouve très peu de photos sur Internet. Il y en a un pour lequel j'avais beaucoup de documentation, c'est le sergent Lanzmann qui a joué dans la saison 3 de The Wire. Alors là, du coup, j'en avais une représentation assez claire. Mais pour les autres, j'ai beaucoup échangé de mails avec David Simon. Il m'a envoyé une photo qui avait été prise à la sortie de son livre en 89, où il y a tous les flics de la brigade, sauf un pour une soirée où il célébrait la sortie du livre. Donc j'avais une idée à peu près de chacun d'entre eux, sauf ceux qui sont derrière, dont on voit que le front et les yeux. Et puis je lui ai envoyé un tableau avec pour chaque policier de la brigade. Je lui ai demandé s'il avait une moustache, quel était son âge, sa coupe de cheveux, sa corpulence, s'il fumait, s'il avait des lunettes, ce genre de choses pour avoir une silhouette qui correspond à peu près aux policiers. Et puis à partir de là, j'ai bâti mes policiers en allant vers des choix qui me permettaient aussi de les avoir à ma main graphiquement. Par exemple, le personnage de Pellegrini, de la photo que j'en avais et de la description que m'en avait fait David Simon, il n'avait pas cette coupe de cheveux. Il avait une coupe de cheveux en brosse et j'arrivais pas à le trouver graphiquement. Donc j'ai décidé de lui faire une autre coupe de cheveux qui me permette, qui soit, pour revenir à ce qui était dit au début, un écart par rapport à la réalité, mais qui me permettent de réussir chacun des dessins de ce personnage. Donc voilà, je pense que les personnages sont fidèles dans la silhouette. Ils ont une moustache quand ils en avaient, ils fument quand ils fumaient, ils ont la corpulence qu'ils avaient. Ce n'est pas exactement le visage des flics de l'époque, bien entendu. Mais c'est la même chose pour l'approche graphique de Baltimore. Baltimore en 1988 n'existe plus, donc moi j'ai même pas ressenti le besoin d'aller là-bas. Ça me servirait à rien d'aller prendre des photos de quartiers qui ont probablement un peu changé, qui ont été beaucoup de gens ont quitté les quartiers pauvres de Baltimore pour aller vivre dans les banlieues. Donc ces quartiers-là ont été modifiés. Donc je travaille à partir de documentation photo que je peux trouver sur Internet. Je recompose un petit peu, mais je ne suis pas dans la recherche d'une quête de la vérité extrêmement détaillée, extrêmement précise, parce que de toute façon, je ne pourrais pas l'avoir. Le système narratif que j'ai développé pour ce bouquin doit beaucoup au travail de Brian Michael Bendis, qui est un scénariste de comics qui travaille essentiellement pour la Marvel, et qui utilise beaucoup, et plus que d'autres scénaristes, ces splash pages là, avec les cases qui vont déborder sur les deux planches. Et j'ai trouvé que c'était légitime de le reprendre parce que ça ouvre la page, ça permet de travailler en double planche. Je travaille systématiquement en double planche maintenant, même quand certaines des pages n'ont pas ce système de splash page, mais ça m'ouvre vraiment la possibilité de composition, de découpage. J'essaye de faire un découpage qui ait du sens en termes de taille des cases, emplacement dans la page pour que des redites puissent être significatives à certains moments. Donc ça, c'est vraiment un héritage du travail de Bendis. Autre chose que je lui dois, c'est le côté de retour d'image. Reprendre une image, soit dans un zoom, soit pas nécessairement avec un zoom, mais la répéter à l'identique. Ça permet, je trouve, de poser une une lenteur, une lourdeur dans des scènes de dialogue ou sur des scènes de crime où il ne va pas y avoir beaucoup d'action. Hein. Les flics observent la scène de crime, prennent des notes. Il n'y a pas nécessairement besoin de mettre sa caméra dans tous les sens, de la mettre au plafond, puis de la mettre en bas, de se cacher derrière un pied de table. Il n'y a pas besoin de faire des cadrages de folie. Il faut trouver des cadrages un peu cinématographiques, un peu efficaces, mais les répéter n'est pas dénué de sens dans ce type d'album. Par exemple, dans une scène d'interrogatoire, un face-à-face, deux personnes assises,
Ça peut avoir du sens de garder la même image, de la répéter, surtout quand les situations n'évoluent pas, quand l'interrogatoire n'avance pas. Idem quand des flics repotassent et repotassent un dossier qui date de plusieurs mois et sur lesquels ils n'avancent pas. Dans ce cas-là, je privilégie encore une fois une mise en scène assez serrée, assez fermée. Et puis si quelque chose se déroule, s'il y a un nouvel élément, une nouvelle enquête, si le téléphone sonne, hop, la mise en page va bouger et va se transformer. Mais cette espèce de mise en page un peu figée, que j'espère être figée sans être non plus stoppée, arrêtée, me semble porter une dynamique entre elles. Parce que la dynamique, c'est l'envie que ça progresse. Et c'est exactement ce que vivent ces policiers. Ils sont coincés dans l'affaire de Latonia Wallace. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'ont pas de scène de crime, ils ont quasiment aucun indice matériel, ils n'ont que le corps de la petite pour avancer. Et il me semble assez logique de montrer ça dans le découpage.